des millions, vous êtes charmante. Vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Larmina? Où est l'argent? Où est l'argent? C'est bon, Claude, non, c'est pas rien ici. En fait, j'ai retiré de l'argent. Amis, ouvrez vos cœurs, non n'ayez pas peur, l'argent ne fait pas le bonheur. Shut up and take my money. Philippe, le top 14 porté par le développement de ces stades au-delà du brillant niveau sportif, on l'a vu sur la scène européenne avec Montpellier qui a remporté la Challenge Cup ou l'UBB qui a fait le back-to-back en Champions Cup, ou encore des Juto droit TV. Le top 14 est un terrain bâtisseur d'infrastructures lucratives. Le top 14 brille internationalement dans plein de domaines. Philippe, ce sont celui des infrastructures, un nouveau volet, petit retour au passé, parce qu'il y a encore 15 ans, on relevait souvent l'aspect terroir des stades de top 14 au détriment de la modernité, de l'attractivité commerciale. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment a-t-on pris le virage de la modernité, Philippe? On a pris le virage de la modernité par nécessité. C'est-à-dire que, je le répète souvent, mais on a un modèle économique qui repose sur la vie jour de match. On est servi par une croissance et une attractivité dans les stades en constante augmentation depuis cette période-là, depuis une quinzaine d'années. Donc, il a fallu être capable d'accueillir le public dans les stades, de mieux les accueillir, surtout de plus les faire consommer à travers une expérience spectateur, cette notion de l'expérience spectateur qui est devenue de plus en plus importante et donc qui a été au cœur de la réflexion des clubs, avec une réflexion aussi annexe qui était de dire que certes, il fallait être capable d'augmenter les revenus jour de match à travers des infrastructures capables de donner envie aux gens de venir au stade, d'y rester et d'y consommer, mais aussi d'être attractif hors jour de match. Et c'est là que sont apparus dans les réflexions des présidents de clubs et des gens concernés par ces projets d'infrastructure, l'enjeu de toute la vie hors jour de match, c'est-à-dire l'événementiel dans les stades, des brasseries dans les stades, la capacité à créer de la vie de façon différente à travers des boutiques, de l'expérience immersive, du merchandising. Et voilà comment on est arrivé à ce qu'on vit aujourd'hui avec vraiment les infrastructures au cœur du modèle économique du rugby. Est-ce qu'il y a un club qui a été moteur dans ce virage pris depuis 15 ans maintenant, Philippe? Est-ce que de tête, pour toi, il y a un club qui a vraiment été moteur et qui a aidé à ce que tous les autres clubs de top 14 prennent ce virage? Alors pour moi, le club qui a été vraiment précurseur, c'est le Stade Toulousain avec son stade d'Ernest Vallon, mais avec une réflexion particulière puisque on le dit assez souvent, mais peut-être que des gens ne le savent pas encore. Le modèle du Stade Toulousain est très particulier puisque ces infrastructures, son stade est pas la propriété de la ville, mais la propriété des Amis du Stade, qui est une association dont l'objet social est vraiment de gérer l'infrastructure. Et ces Amis du Stade, cette association, sont actionnaires significatifs, le plus gros actionnaire privé de la société sportive professionnelle. Donc tout ça est très entremêlé, on va dire. Et donc dans cette réflexion-là, au début des années 2000, il y a eu ce projet de réflexion d'Ernest Vallon qui était très avant-gardiste à ce moment-là, avec une capacité d'hospitalité qui était assez unique pour cette période et une capacité de stade aussi avec 18 500 places. Et donc, pour moi, ça a été le Stade Toulousain. Et après, assez vite, des clubs ont embrayé le pas. Je pense notamment à Clermont. Et puis après, beaucoup plus proche de nous, des projets très significatifs avec La Rochelle, la section paloise et le dernier en date dont on reparlera, c'est l'Aviron Bayonnais. L'Aviron Bayonnais et encore, il y a aussi un ovni, le Racing 92 et sa défense U-Arena qui ressemble à aucun autre stade dans le top 14. Ça aura été une comète. Oui, c'est exactement ça. Un ovni, exactement. Il y a aussi, Philippe, des choses qui ont évolué. On pense à deux clubs de top 14. C'est des clubs qui se sont installés dans des anciens clubs de foot qui ont voulu s'agrandir ailleurs. On pense notamment à l'UBB du côté de Chaban et Lyon du côté de Gerland. Ça aussi, c'est grandir à taille réelle aussi au niveau de l'économie.
Bah bien sûr, alors c'est deux cas très différents. Hein. Du côté de l'UBB, il y avait une nécessité parce qu'il y avait vraiment une place à prendre avec le foot qui avait perdu de son impact dans la ville. Et ce que réalise l'UBB est exceptionnel. Ça fait, je crois, maintenant 5 ou 6 saisons que l'UBB est le meilleur club du monde en termes d'affluence moyenne. C'est quand même assez incroyable ce que réalise ce club depuis autant de temps maintenant. Et donc, il fallait une enceinte, même si elle est un peu vieille et même si elle est assez limitée en perspective de développement de produits VIP, de relations publiques et d'hospitalité. Elle permet d'accueillir 30 000 personnes en moyenne dans ce stade de Chabannes-Delmas. Gerland, c'était un peu différent. C'est une opportunité. C'est là qu'on voit tout le génie du propriétaire du club, Olivier Ginon, le fondateur du groupe GL Events. Parce que en fait, la mairie se retrouvait avec ce stade sur les bras. Le Loup avait son stade, son petit stade à côté, qui était configuré pour le rugby, avec un public qui nécessitait pas forcément Gerland en termes d'affluence moyenne, mais il y avait une opportunité parce que la ville avait besoin de trouver quelqu'un pour prendre en charge le fonctionnement de ce stade qui était plus occupé, qui avait plus de club résident. Et donc là, on est rentré dans un modèle assez original qui a fait date et qui va peut-être être amené à se développer. C'est-à-dire qu'Olivier Ginon a dit à la ville, écoutez, moi, je vais prendre en charge les frais d'entretien, je vais enlever cette charge-là aux Lyonnais, mais j'ai besoin d'un bail amphithéotique long pour pouvoir faire des investissements d'aménagement dans ce stade et aussi avoir à disposition une réserve foncière autour du stade. Et ça a été relevé par le dernier rapport de la Cour des comptes qui a audité tous les clubs du rugby professionnel pour voir un peu quelle est la viabilité de leur économie. L'économie du Loup Rugby aujourd'hui, de façon assez unique, elle est tirée par une démarche d'acteurs de l'immobilier et de revente de foncier qui viennent consolider le modèle économique du club. Justement, tu l'as dit durant le début de cette chronique, le match de rugby maintenant est, on va dire, pas secondaire, mais il y a tellement de choses qui se passent autour, que ce soit au niveau de la réception, au niveau des VIP, au niveau du public, au niveau de l'avant, pendant et après match. Ça englobe tellement de choses. Est-ce qu'on peut partir du principe que Max Guazzini, l'ancien président du Stade français, a été précurseur sur toutes ces choses-là? Je me rappelle au début des années 2000, les drapeaux qu'il amenait et qu'il donnait au public. Maintenant, un stade avec les drapeaux, c'est presque monnaie courante, Philippe, aussi. Max a été précurseur à tellement d'endroits. D'abord, il a contribué à changer l'image des joueurs de rugby et de ce rapport au terroir, à l'esthétique des joueurs par le calendrier des dieux du stade. Parce que il faut quand même se souvenir que le calendrier des dieux du stade, au-delà d'être un coup marketing, c'était un socle du modèle économique du Stade français des années 2000. Ça a généré beaucoup d'argent. Donc il y a eu ça, et puis il a été aussi un acteur très engagé aussi au niveau des infrastructures, puisqu'il s'est battu avec la mairie de Paris pour avoir ce nouveau jambouin qui aujourd'hui fait le bonheur du Stade français, mais aussi du Paris Football Club. C'était une bataille, ça. Ça a été une très longue bataille que Max a su gagner. Donc voilà, on doit beaucoup de choses dans le rugby français à Max, et le Stade français lui doit beaucoup encore aujourd'hui. Mais en effet, il a été précurseur parce que remplir le Stade de France pour un match de phase régulière du championnat, ça a permis de donner de l'appétit à d'autres clubs, et c'est là qu'on a vu se développer les délocalisations, parce qu'on parle de l'enjeu des infrastructures, mais on se rend compte aussi que dans le modèle économique de certains clubs, ce qui fait la différence, c'est ces délocalisations qui se sont vraiment démocratisées. Quand le RCT va régulièrement au Vélodrome à Marseille, quand le Stade Toulousain va plusieurs fois par saison au Stadium, quand l'UBB délocalise au Matmut Atlantique, quand Bayonne va jouer à Anoeta, et ça, c'est devenu aussi monnaie courante, alors que c'était quand même quelque chose d'extrêmement novateur il y a encore une petite vingtaine d'années. Tu l'as dit, le Stade français donc a détruit l'ancien jambouin pour en construire un
nouveau, mais c'était au même endroit, donc, et à garder la même appellation. Mais sinon, depuis le Stade Français, aucun stade sorti de terre est apparu en top 14. Est-ce que parce que les gens sont trop attachés peut-être au nom, au stade, à l'ancienneté? C'est peut-être ce qui est en train de vivre d'ailleurs Toulon avec le stade Mayol et le président Lemaitre qui avait un projet pour augmenter la superficie, augmenter également la possibilité de faire de l'hospitalité, ce genre d'opération. Comment on analyse ça du coup, Philippe? De façon assez simple. Aujourd'hui, raser un stade et en reconstruire un, ça coûte des dizaines de millions d'euros à minima, peu importe la taille du projet. Et donc, vous avez quand même de vraies problématiques de financement avec les collectivités. Parce que dans la plupart des cas, à part au stade toulousain dont je parlais tout à l'heure, on est sur des stades municipaux qui sont portés financièrement par les collectivités. Et donc, dans le cas de travaux comme ça, très significatifs, les collectivités doivent financer. Et donc, aujourd'hui, cette option, elle est quasiment impossible à envisager. C'est pour ça que les clubs qui réfléchissent à leurs infrastructures, ils réfléchissent à améliorer un peu, à étendre un peu leurs tribunes, à rajouter éventuellement quelques espaces d'hospitalité pour essayer de répondre à cette demande croissante du public et à la pérennité du modèle économique, je le répète, parce que les deux sont liés. Mais aujourd'hui, faire sortir un stade de terre, c'est dans le modèle actuel, avec la nécessité du soutien des collectivités, une utopie. Oui, en effet, on pense à La Rochelle avec un stade qui pourrait recevoir beaucoup plus de monde, mais il n'y a pas que La Rochelle, avec l'engouement qu'il y a pour le public. Dernière question, Philippe, évidemment avec toi. Sur quel domaine le top 14, les clubs de top 14 peuvent-ils encore progresser en termes d'infrastructure pour passer une étape? On sait que maintenant, en ce moment, depuis quelques années, la nouvelle mode, c'est le centre d'entraînement qui est, on va dire, la clé également pour la performance. C'est là-dessus que l'avenir va se jouer également? Alors, j'y crois pas trop parce qu'en fait, les centres d'entraînement, c'est bien sûr très important pour la dimension sportive, mais en fait, ça contribue pas à l'économie. C'est-à-dire que vous avez des exemples, en effet, comme à La Rochelle, du naming du centre d'entraînement. Donc, ça sert en partie à amortir des frais de fonctionnement et de construction et d'amortissement. Mais en fait, ça a très peu d'impact parce que vous le monétisez pas. L'enjeu pour moi, c'est vraiment de dire que les acteurs du rugby, leur crainte, c'est d'être aussi dépendants de la performance sportive. Et quand vous avez une économie qui repose à ce point sur les jours de match, eh ben forcément vous êtes un peu en risque quand sportivement ça va un peu moins bien. Même si Bayonne par exemple est le meilleur contre-exemple, c'est-à-dire que ils sont tellement forts dans leur commercialisation que sur une capacité de stade de 16 000 places, entre les abonnés grand public et les prestations VIP prises à l'année par les entreprises, vous avez plus de 80% des places qui sont vendues pour chaque match avant même que les guichets ouvrent. Donc à la limite là vous êtes un peu moins dépendant de la santé de votre équipe sur le terrain. Et heureusement pour eux cette année. Mais quand même de façon globale, la hantise des présidents de clubs, c'est d'être extrêmement impacté et dépendant de la performance sportive. Donc l'enjeu des infrastructures, c'est de générer des revenus hors jour de match et d'essayer d'être un peu décorrélé. Avec plein de projets, ça peut être la location de bureaux, ça peut être de la restauration avec, je le disais tout à l'heure, des brasseries, ça peut être de l'événementiel. Aujourd'hui, vous avez quand même beaucoup de clubs de top 14 qui atteignent quasiment le 1 million d'euros par saison de location événementielle de leurs espaces hors jour de match. Là, on commence à être sur des échelles significatives. Oui, bien sûr. Et donc, l'enjeu pour moi, il est là. Merci beaucoup Philippe Spanghero. Évidemment, ta chronique en avant l'écho à retrouver sur YouTube, le YouTube de Sud Radio, sur l'application Sud Radio ou encore sudradio.fr.